Petit stylo. Alors, on y va. La crème. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez vous manifester dans le chat pour me dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Merci. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour votre retour. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire très intéressant sur les problématiques financières et patrimoniales qui se posent au moment d'un divorce. Je vais laisser la parole à Maître Rubin, ici présente, que vous connaissez, spécialisée en droit de la famille, à sa collaboratrice, Maître Julia Rose, spécialisées donc aussi en droit de la famille, toutes deux aussi en droit patrimonial, et elles vont vous éclairer sur les aspects les plus prégnants en matière de liquidation matrimoniale, tout ce qui a trait donc particulièrement donc au patrimoine immobilier, au compte bancaire et au logement. Le temps imparti est court. Nous avons un peu moins d'une heure pour traiter ces sujets. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de vous donner un angle très pratico-pratique, que vous puissiez relayer ces informations extrêmement importantes en termes de stratégie procédurale dans le cas d'un divorce par consentement mutuel ou un divorce contentieux aux agents et salariés que vous accompagnez. Donc, pour ce faire, vous avez comme d'habitude, dans le petit onglet à la verticale qui s'appelle « Des dossiers » ou « Files », vous avez énormément de documentation. Alors, certes, c'est de la documentation un petit peu technique qui passe des comptes bancaires, aux avoirs mobiliers, immobiliers, au sort du logement, aux dettes
fiscale, bancaire, etc. Mais on l'a décorrélé de manière on ne peut plus pertinente, je pense, pour précisément que vous puissiez accompagner vos agents et salariés et pouvoir décorréler problématique par problématique. Le sujet qui se pose aujourd'hui, donc comment régler les problématiques ayant trait à la liquidation du régime matrimonial. Alors qui dit liquidation, c'est à la fois lorsque les personnes sont propriétaires ou alors tout simplement quand ils ont des comptes bancaires ou autres, mais ça on y reviendra. On le sait ô combien l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors parfois d'une guerre douce, parfois d'une guerre un petit peu moins larvée. Mais en tout cas, voilà, malheureusement, les choses commencent souvent ainsi. Et à côté des problématiques, comment dire, des enjeux essentiels d'un divorce ou d'une séparation que sont les enfants lorsque les enfants sont là, et bien souvent viennent se mêler des problèmes d'argent. Et ça, vous le savez aussi bien que nous. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez orienter au mieux vos agents et salariés et pouvoir bien décorréler les problématiques patrimoniales et financières des enjeux plus affectifs, plus personnels, plus familiaux. Alors, pour démarrer, je vais donner la parole à maître Julia Rose, qui, dans un premier temps, va nous exposer les grandes différences entre la communauté, le régime de la communauté, bien connu, et le régime de la séparation des biens. C'est très important de replacer ces deux grands principes et leurs conséquences parce que, vous le savez, nous le savons, il y a énormément de confusion sur ces sujets-là. Donc, Maître Arros, à vous la parole. Oui, je vous remercie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, il existe deux principaux régimes matrimoniaux. Il y en a aussi d'autres, mais qui sont quand même beaucoup plus rares. Donc, les deux les plus connus que vous connaissez sûrement, c'est le régime légal de communauté de biens. On l'appelle le régime légal parce que, à défaut de contrat de mariage, c'est le régime qui s'applique entre les époux. C'est-à-dire que si avant le mariage, les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat, alors ils se seront soumis automatiquement à ce régime légal de communauté de biens. Et nous avons, si les époux ont donc manifesté leur volonté par un acte notarié, le régime de séparation de biens. Voici les deux régimes les plus connus. Donc, le régime légal de communauté de biens implique que tout ce qui va être acquis pendant le mariage, pendant l'union des époux, va être commun. Seuls seront propres les biens qui ont été effectivement acquis avant le mariage et les biens qui vont être acquis pendant le mariage, mais par le biais d'une succession ou d'une donation. Ces biens-là seront réputés être des biens propres des époux. Tout le reste, c'est-à-dire que tout ce qui va être acquis pendant le mariage par l'un ou par l'autre, va tomber en communauté. Et notamment, pour la ressource la plus connue, les gains et salaires. Les gains et salaires des époux sont communs. Ce qui veut dire que quand vous avez des personnes qui vous disent oui, j'ai de l'argent, mais c'est sur un compte à mon nom, c'est une phrase qu'on entend extrêmement régulièrement, le compte à mon nom, en fait, n'a pas d'incidence. Puisqu'à partir du moment où ce compte a été ouvert après le mariage et alimenté par des gains et salaires, ce compte va être commun, peu importe l'intitulé du compte bancaire. Tout ce qui va être aussi épargne salariale, parce que ça c'est une question qui revient beaucoup, au moment d'un divorce, un époux qui effectivement a alimenté un plan d'épargne salariale pendant toute la durée du mariage va vouloir considérer que ce plan lui appartient en propre, puisque finalement c'est le fruit de ses économies. Mais là encore, ça ne change rien, ça tombe en communauté à partir du moment où c'est des ressources qui ont été perçues pendant le mariage, ces ressources tombent dans la communauté. Il y a très peu très peu de choses qui vont être propres dans le cadre d'une régime de communauté. Ça va être le cas, par exemple, des indemnités qui vont venir réparer un préjudice type accident de la vie d'un des conjoints qui va ensuite percevoir une indemnité qui va réparer un préjudice qui est propre. Alors oui, cette indemnité va être propre. Mais ça, c'est une exception et il y en a très peu. Pour finir sur ce qui rentre dans la communauté, dans un régime légal de communauté, puisque vous aurez compris que c'est quasiment tout, il y a un point qui est très important et qui revient aussi souvent, c'est le cas où un époux va être propriétaire d'un bien propre pour l'avoir acquis par exemple
avant le mariage, mais que ce bien est en location. Et donc, de ce bien va être perçu des loyers. Et ces loyers tombent aussi en communauté parce que les fruits d'un bien propre sont communs. Donc, vous voyez à quel point la notion de communauté dans le régime légal est préposante. Et effectivement, voilà. On a donc le régime aussi de séparation de biens, dans l'hypothèse où les parties, avant leur union ou pendant leur union, on verra ça rapidement, se sont soumis au régime de séparation de biens. Et ce qui indique là, effectivement, à contrario, que tout va être séparé. Donc, les gains et salaires d'un époux lui sont propres. Les investissements d'un époux avec ses revenus lui sont propres. Mais dans ce régime-là, les dettes lui sont propres, qu'il aura contractées seul. Mais dans ce régime-là, il est aussi possible d'acquérir, par exemple, un bien immobilier en commun, en précisant sur le titre de propriété qu'on fait l'acquisition de ce bien, par exemple, à 50-50 ou à 60-40 en fonction des apports de chacun. C'est donc aussi tout à fait possible dans un régime de séparation de biens de se retrouver à un temps X dans une situation d'indivision. C'est une situation qui arrive très souvent puisque quand un couple décide de se marier, même s'il décide de se soumettre au régime de séparation de biens, très souvent aussi pour protéger l'autre d'éventuelles dettes, ils peuvent avoir projeté pendant le mariage de s'unir dans cette indivision. Donc, on va se retrouver finalement dans le même type de problématique au moment de la sortie de la liquidation et la sortie de l'indivision. Donc, ça, c'était un peu pour vous rappeler les deux régimes principaux. Et puis maintenant, on va voir, donc, que ce soit dans l'un ou que ce soit dans l'autre, la question de la sortie de l'indivision au moment d'un divorce. C'est une problématique qui est très importante parce que c'est d'ailleurs la première question, une des premières questions qu'on pose à quelqu'un qui vient nous voir. Avez-vous des enfants? Êtes-vous propriétaire d'un bien immobilier? Parce qu'on sait comment la situation dans laquelle les époux sont propriétaires peut être compliquée parce que quand on divorce, généralement, on a envie de tout régler, notamment toutes les conséquences du divorce, et la liquidation, ça fait partie de la plus grosse conséquence patrimoniale du divorce. Donc, moi, je vais vous indiquer quelles sont les 3 possibilités pour un couple propriétaire d'un bien immobilier, qu'il s'agisse de leur résidence principale et donc du domicile conjugal, ou qu'il s'agisse d'une résidence secondaire. La première option pour un couple qui souhaite sortir de l'indivision, c'est la vente du bien immobilier. L'idée, ça va être d'être donc de vendre le bien immobilier au prix du marché, de solder avec le produit de la vente le prêt immobilier éventuel en cours et avec le produit qu'il restera, déduction faite du solde du prêt, se répartir le produit restant par moitié si on est dans un schéma classique où il n'y a pas eu d'apport respectif ou des apports similaires et que finalement c'est l'emprunt qui a financé le bien, emprunt payé par la communauté, même si payé plus par l'un ou par l'autre, puisque comme je vous l'indiquais, en régime de communauté, les gains et salaires sont communs. Donc, à ce moment-là, effectivement, on va répartir le produit de la vente. Donc, si on vend ce bien immobilier, on sort de cette indivision et il n'y a pas de difficulté qui se pose ensuite. La deuxième solution qui peut se poser, ça va être le rachat de parts par l'un ou par l'autre des époux. Très souvent, un des époux a envie de garder le logement parce que c'est aussi le logement dans lequel les enfants ont grandi, parce que c'est difficile quand on est un époux célibataire d'obtenir un financement et de devenir propriétaire. Donc, c'est une solution qui revient très fréquemment et puis qui a l'avantage aussi de ne pas avoir à chercher d'acquéreur à l'inverse d'une vente. Et donc, la solution, ça va être effectivement de racheter la part. Alors, concrètement, au niveau des calculs, ça ne change pas grand-chose par rapport à une vente. Ce qu'on fait, c'est qu'on évalue le bien. Alors, l'évaluation, elle peut se faire à l'amiable ou par des agences immobilières. On choisit 2-3 agences pour évaluer le bien. Dans les cas les plus sensibles, on peut faire appel à un expert immobilier qui va évaluer le bien. Et ensuite, on voit combien il reste du prêt. On fait valeur du bien moins solde du prêt et on tombe sur l'actif net de communauté.
Cet actif net de communauté, on le divise en deux, encore une fois, dans le schéma simple où les parties ont des droits équivalents dans la liquidation, et puis on tombe sur notre soult. Donc, l'un des deux époux qui envisage de racheter la part de l'autre va non seulement reprendre à sa charge seul l'emprunt immobilier, dès lors que l'autre époux en sera désolidarisé, et en plus, verser une soult à l'autre époux pour lui racheter sa part. Ça, c'est donc une solution qui revient fréquemment et qui a l'avantage de pouvoir être modulée pour permettre à l'époux de racheter la part. La troisième solution qui est un petit peu moins utilisée, mais qui est quand même pertinente et qu'on voit souvent, et souvent notamment dans le cadre de résidence secondaire, ça va être le choix des époux de rester en indivision. C'est tout à fait possible, c'est-à-dire de dire, pour le moment, on divorce, mais on repousse la liquidation à X années. Ça peut être une durée déterminée ou une durée indéterminée. On va devant le notaire, obligatoirement dans un régime de communauté, de manière optionnelle dans un régime de séparation, mais ça reste quand même conseillé. Et le notaire va établir une convention d'indivision où il va définir les modalités de cette indivision. À savoir, s'il y a un des deux époux qui va occuper ce bien, quel est l'époux qui va l'occuper? Est-ce que sa jouissance sera à titre gratuit ou à titre onéreux? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'elle donnera lieu à des calculs dans le cadre des opérations de liquidation? Deuxième chose qui va être mise en place par le notaire, ça va être qui va prendre en charge ce prêt pendant l'indivision? Est-ce que c'est l'époux qui va occuper le bien qui va prendre en charge ce prêt? Est-ce que cette prise en charge de prêt va se faire à charge de récompense ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'au moment des opérations de liquidation et partage, l'époux va pouvoir dire bah, moi, j'ai payé la totalité du prêt, donc j'en revendique la moitié? Est-ce que cette indivision peut avoir un terme? C'est-à-dire, on peut se dire on reste en indivision sur ce bien pendant 5 ans. Par exemple, pour parler de manière un peu pratique et que ça vous parle plus, imaginons le cas d'un domicile conjugal. L'époux dit voilà, madame n'a pas la possibilité de me racheter mes parts parce que le prêt serait trop lourd à supporter avec le montant de la soute. Mais en revanche, nous avons des enfants qui sont proches du baccalauréat et nous souhaitons les amener jusqu'au bac et donc pendant encore 3 années, les maintenir dans l'indivision. Alors, on va prévoir que la convention d'indivision va avoir un terme, 3 ans, que pendant ce terme, l'emprunt immobilier sera pris en charge par l'épouse, par exemple, hein, mais que celle-ci va occuper le bien à titre gratuit. Et puis, dans 3 ans, on se repositionnera. Soit d'ici là, un des deux époux veut racheter la part de l'autre, soit dans 3 ans, on met en vente le bien immobilier. C'est aussi la convention d'indivision très souvent le cas quand ces époux ont fait un investissement immobilier avec défiscalisation type Pinel et que finalement, ils se séparent peu de temps après cet investissement et que donc vendre le bien tout de suite reviendrait à perdre tout l'avantage de la défiscalisation. Alors, dans ce cas de figure-là, effectivement, on peut leur recommander de rester en indivision le temps que le bien immobilier s'amortisse et puis ensuite le mettre en vente. Et pareil, on prévoit qui est-ce qui va prendre en charge la taxe foncière, le delta éventuel entre le montant de l'emprunt et les loyers encaissés. Tout est prévu de manière extrêmement conventionnelle et ça permet aux époux voilà, d'avoir un cadre. Donc ça, c'est voilà, les 3 grandes possibilités de sortie de l'indivision qu'on met en place. Alors, quand on fait un divorce par consentement mutuel, ces sorties d'indivision, on les met en place avant le divorce. C'est-à-dire qu'on liquide la communauté, une liquidation qui va être sous condition suspensive de divorce, puis ensuite on divorce et ça aura l'avantage d'avoir finalement un divorce complet avec une liquidation faite. C'est ce qu'on préconise évidemment dans la mesure du possible parce que en réalité, finalement, cette obligation légale de liquider avant de divorcer, elle a du sens parce que ça permet finalement de ne pas se retrouver post-divorce avec des problématiques de sortie d'indivision. C'est le cas, par contre, des divorces contentieux
où effectivement, il n'y a pas d'obligation de liquidation avant le prononcé du divorce. Donc, on est très souvent dans des cas de figure où les époux divorcent, mais demeurent ensuite propriétaires. Et donc, après le divorce, se pose la question de la sortie d'indivision. Alors, soit on arrive, post-divorce, à trouver une des trois solutions que je vous ai évoquées, c'est-à-dire vente, rachat de parts ou indivision, ou soit malheureusement, ce n'est pas le cas, et Maître Rubin vous en parlera, on rentre dans des procédures à rallonge de sortie d'indivision. Donc ça, c'est l'avantage effectivement du divorce par consentement mutuel, c'est que c'est des solutions finalement qui sont simples à trouver et qui permettent de solutionner l'ensemble des problèmes. Donc, on accompagne effectivement les époux dans le cadre de la sortie d'indivision, accompagnés par le notaire, effectivement, qui rédige l'acte, et notamment dans le cadre d'un consentement mutuel, qui va avoir besoin du projet de convention de divorce de l'avocat pour pouvoir établir sa convention, soit d'indivision, soit de rachat de parts. Donc voilà, ça c'est l'avantage effectivement du divorce par consentement mutuel. Voilà au niveau des possibilités. Maître Arros, j'ai une petite question pour vous, parce que souvent, les personnes que l'on reçoit, j'imagine que c'est un petit peu le même son de cloche chez les assistants sociaux, ils ont du mal à avoir une vision juste de quel est le rôle du notaire, quel est le rôle de l'avocat. Est-ce que le notaire, comme un avocat, a aussi un devoir de conseil, ou est-ce qu'il n'est là que pour dresser, je dirais, la photographie du patrimoine des époux? Entre guillemets, excusez-moi, je termine ma question, c'est qui les personnes souhaitant divorcer, que ce soit au contentieux d'ailleurs ou à l'amiable, qui doivent-ils aller voir en premier? Est-ce qu'ils doivent d'abord aller voir un avocat ou un notaire? En premier lieu, à mon sens, il faut aller voir l'avocat. Il faut aller voir l'avocat parce que le notaire, c'est exactement ce que vous avez dit. Dans le cas d'une liquidation, il n'a pas de devoir de conseil. Il a un devoir qui est quand même très pragmatique de photographie du patrimoine, de calcul absolument théorique et pratique. C'est-à-dire que le notaire, il va prendre la valeur d'un bien, le solde du prêt, il va calculer l'actif net, il va faire les reprises de chaque époux s'il y avait des apports au moment de l'acquisition d'un bien immobilier, ou il n'en fait pas s'il n'y en a pas, il calcule une soulte, voilà le montant qu'il y a à verser, allez voir vos banques et puis voyez si vous avez une offre. L'avocat, son rôle, c'est qu'il peut éventuellement moduler les calculs pour permettre à l'époux de faire cette acquisition. Ça, c'est Maître Rubin le développera, c'est-à-dire que grâce aux autres possibilités, aux autres conséquences du divorce, notamment la prestation compensatoire, on peut moduler cet acte notarié grâce éventuellement à une évaluation, un taux dans la fourchette basse du bien immobilier. On va pouvoir permettre à un époux de devenir propriétaire. Grâce à se dire entre époux, bah écoute, moi j'avais fait un apport au moment du mariage, mais finalement j'y renonce et donc on partage à 50-50, on va pouvoir permettre à l'époux de faire ce financement. Et tout ça, c'est des conseils qui normalement devraient être donnés par les avocats. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir l'avocat au préalable, déjà pour savoir vers quel type de divorce on se dirige, parce que c'est la première question que le notaire va poser. Encore hier, je recevais le mail d'un notaire chez qui un client a été pour justement faire les opérations de liquidation-partage. Et avant de faire son schéma, il nous écrit pour nous dire « Pouvez-vous me confirmer vers quel type de divorce vous vous dirigez ?» afin que moi, je puisse commencer à faire mon travail. Parce qu'effectivement, si je lui dis on est sur un divorce par consentement mutuel, alors il va avoir intérêt à commencer activement à préparer le dossier. Si je lui dis écoutez, pour l'instant, on est sur un divorce contentieux et à ce stade, il n'y a même pas de requête qui a été déposée, le notaire va se dire bon, dans ce cas-là, revenez me voir dans 2 ans quand vous aurez un peu avancé sur le divorce puisqu'il n'y a pas d'accord. Bon. Donc, l'idée, c'est d'aller voir un avocat, d'avoir les premiers conseils sur l'ensemble des conséquences de la séparation. Et ensuite, à partir du moment où on a les conseils de l'avocat et on sait vers où on se dirige, est-ce qu'on va vers un accord? Est-ce qu'on va vers une procédure de 5 ans? Est-ce qu'on va vers un accord amiable? Ensuite, effectivement, prendre attache avec un notaire parce que ce sont effectivement eux les spécialistes du chiffre. Même si nous, on arrive
comme quand même à dire une soulte à quelques milliers, centaines d'euros près, on arrive quand même à faire les calculs, mais ce sont les professionnels du chiffre. Et puis, c'est de toute façon eux qui vont devoir établir l'acte finalement. Donc, c'est bien d'aller les voir au début. Voilà. Maître Arros, deux petites questions avant de clôturer votre intervention. Alors, la première question de Madame Wahiba Deri, j'espère ne pas écorcher votre nom. Si un livret A a été ouvert avant le mariage, qu'en est-il? Alors, le livret A qui a été ouvert avant le mariage, on va prendre la photographie à la date du mariage et la somme qui figurera dessus lui appartiendra en propre. En revanche, si ce livret a continué à être alimenté ensuite par la communauté, alors les sommes qui auront été injectées par la communauté seront communes, même si le livret A en lui-même a été ouvert avant le mariage. Sera à récupérer la somme effectivement qui figurait sur le livret A au moment du mariage, mais pas ce qui aura été alimenté post-mariage. Donc ça, c'est ce que je disais en introduction, ça fait partie des biens. Quand je dis biens, ça peut être des biens mobiliers ou des biens immobiliers. Dans les biens mobiliers, on a aussi des comptes bancaires. Ça fait partie des biens qui auront été acquis avant le mariage et qui donc appartiennent en propre à l'époux, même s'il est marié sous le régime légal de la communauté. Merci Maître Arros. Deuxième et dernière question de Madame Lyonnais. Voilà, je ne sais pas si c'est votre nom de famille. La soulte peut-elle être réglée avec l'épargne du couple ou à moitié, avec la moitié de l'épargne accumulée? Si c'est de l'épargne du couple, c'est de l'épargne commune. Donc, je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on a 20 000 d'épargne. Il y a 10 000 qui revient à chacun. Si madame veut financer la soulte avec les 10 000 qui lui appartiennent, oui, c'est possible. Ça pose pas de difficulté. Si elle pense financer la soulte avec la part de monsieur, bon, faudrait qu'il soit d'accord. Mais non, théoriquement, la soulte, elle est financée à partir de soit madame a de l'épargne, c'est-à-dire la moitié de l'épargne commune qui lui permet de financer la soulte, soit il faut prendre effectivement un crédit si elle n'a pas de part d'économie, un crédit pour financer la soulte. Alors, ce qui va être par exemple possible de faire, c'est que à partir du moment où madame, par exemple, va reprendre l'emprunt immobilier, ce qui est intéressant, en plus, aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans, les taux de crédit sont bas par rapport à des époux qui auraient acheté il y a 10 ans. Donc, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de faire un rachat de ce crédit immobilier et d'y intégrer la soulte. Comme ça, elle fait un rachat total et c'est son financement. Et ça lui permet éventuellement de l'échelonner sur plus d'années parce que souvent, les capacités financières finalement d'un époux seul ne sont pas les mêmes que du temps de la vie commune. Ça va lui permettre effectivement possiblement d'échelonner davantage les mensualités pour faire de plus petites mensualités et d'y intégrer la soulte. Ça va être un schéma classique. Maintenant, avec les économies, oui, c'est possible, mais avec la part qui lui revient de ces économies. Dernière question, Maître Arros, ça c'est important de reposer la définition de la soulte. Madame Derridi, est-ce que la soulte correspond à la valeur du bien moins le solde du crédit? Divisé par 2. Donc, pour que ce soit clair, je vais vous donner un exemple. Comme ça, au moins, ça va être, et si vous avez de quoi noter éventuellement, je vais essayer d'aller doucement. On va prendre le cas d'un bien immobilier qui vaut 200 000 euros. Il reste sur ce bien 100 000 euros de prêt. Donc, j'ai 100 000 euros à partager, puisque j'ai 200 000 moins 100 000 de prêt, donc j'ai 100 000 euros à se partager. C'est-à-dire que 100 000 euros appartenant aux 2 époux. Je divise par 2 pour avoir la part d'un époux, ça fait 50 000 euros. Donc, typiquement, dans ce schéma, si je veux racheter la part de mon conjoint, je vais devoir reprendre seul les 100 000 euros de prêt et je vais devoir verser à mon conjoint 50 000 euros de soulte. Donc, comment ça se passe concrètement? On regarde l'actif net de communauté, c'est-à-dire la valeur du bien moins le solde du prêt. C'est l'actif net de communauté. On divise par 2, ce sont les droits de chacun dans la communauté, tout simplement. Là, évidemment, je suis sur un schéma simple avec aucun apport de l'un ou de l'autre
pas de récompense à faire valoir. Je prends ce schéma simple, qui est d'ailleurs un schéma qui est simple, mais qui est tout à fait courant, voilà, pour vous expliquer, voilà comment ça se passe. Donc, la soulte, c'est concrètement ce que je dois à l'autre. D'ailleurs, prenons toujours l'exemple de ce bien à 200 000. Si je l'avais vendu 200 000 euros, j'aurais remboursé les 100 000 euros à la banque et je me serais partagé avec mon conjoint les 100 000 euros restants. Donc, on serait reparti chacun avec 50 000 euros. Donc, finalement, l'époux qui se fait racheter sa part, pour lui, ça revient exactement au même que s'il avait vendu le bien. C'est l'idée. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un époux qui soit lésé par rapport à un ou à l'autre des schémas. Voilà. Merci beaucoup, Maître Arros, pour toutes ces explications. Je vais vous joindre le mail de Maître Arros dans le chat si vous avez quelconque questions en droit de la famille, en droit patrimonial, parce que c'est vrai que les sujets abordés sont éminemment techniques, mais parfaitement expliqués en un temps très très court. Mais merci beaucoup, Julie. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions plus précises. Okay. Alors, avant de passer la parole à Maître Rubin, qui, elle, va nous exposer les possibilités de sortir précisément de ces contentieux ayant trait aux problématiques financières ou patrimoniales, je rappelle simplement deux aspects extrêmement importants du divorce. La procédure de divorce, vous avez d'une part le seul divorce amiable qui est le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat. Aujourd'hui, le divorce par consentement mutuel ne se fait que entre avocats, chaque époux étant obligé d'avoir son propre avocat. Et dans ce cadre-là, il est obligatoire, comme vous l'a dit Maître Arros, d'avoir réglé toutes les conséquences du divorce, c'est-à-dire que si on est propriétaire d'un bien, il faut en fixer le sort. Comme l'a dit Maître Arros, je rappelle, c'est très important. Trois possibilités, soit l'un ou l'autre achète la part, soit on vend le bien et on se partage le prix de la vente, soit on fixe une convention d'indivision chez un notaire. Si on n'est pas d'accord notamment sur le sort du bien, eh bien là, il faut aller vers un divorce contentieux, là qui est beaucoup plus long, qui aujourd'hui, avant la réforme qui devrait entrer en vigueur, il me semble, vers la fin de l'année de la procédure civile, les délais devraient être écourtés. Mais actuellement, vous avez deux étapes. La première, c'est l'audience de conciliation qui fixe des mesures provisoires, notamment les mesures provisoires concernant le sort du bien, mais pas du tout le sort définitif. Le sort définitif du bien appartient aux époux. Le juge aux affaires familiales ne peut le trancher. Et donc, il y a une deuxième étape qui parfois arrive 30 mois plus tard. Donc, ce sont des délais très, très longs en matière contentieuse. Eh bien, dans ce cas-là, le juge va il va prononcer le divorce. Mais là, encore une fois, si les époux ne se sont quand même pas mis d'accord sur le sort du bien après parfois 30 mois de procédure, eh bien, il renverra la problématique, la question du sort du bien à un juge qu'on appelle de la liquidation. Et c'est la raison pour laquelle on entend souvent des gens dire que leur divorce a duré 5 ans ou 10 ans. Le divorce en lui-même a été prononcé avant, mais le divorce continue parce que la problématique afférente au bien, elle aussi, continue. Donc, je vais passer immédiatement la parole à Maître Isabelle Rubin, que vous connaissez bien, et qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut sortir de ces problématiques, quelles solutions parfois créatives on peut trouver pour régler ces sujets, que ce soit des problématiques lorsqu'on est propriétaire, locataire, donc afférente à un bien immobilier, ou alors tout simplement à des dettes communes, parfois des dettes fiscales ou des crédits à la consommation. Le sujet est large, mais Maître Rubin a presque une demi-heure pour nous en parler. Je vous laisse la parole. Maître Rubin, vous n'avez pas mis le micro. Il faut cliquer sur le petit micro. On ne vous a pas entendu. Là, c'est bon? Oui. Là, on m'entend? Oui, parfait. Oui, parfait. Donc, bonjour déjà à tous et toutes, pour déjà continuer sur ce que vient de dire Judith. Je pense qu'il est important, lorsqu'on n'arrive pas à faire un divorce par consentement mutuel et qu'on est amené à déposer une requête, passer en ce qu'on appelle la tentative de conciliation devant le juge, et lorsque notamment il y a soit beaucoup de comptes bancaires, donc un patrimoine mobilier important,
Lorsque soit il y a des immeubles, un bien, deux biens d'une valeur certaine, eh bien, lorsqu'on démarre un divorce par voie de requête, c'est qu'on n'est pas arrivé généralement à se mettre d'accord. Il ne faut pas oublier devant le juge de demander la désignation d'un notaire. Pourquoi? Parce que c'est souvent uniquement à ce moment-là qu'on le demandera. Un notaire qui pourra faire l'inventaire des biens, qui pourra avoir accès à FICOBA si, par exemple, un des conjoints ne veut pas donner tous ses comptes. Et donc, il sera obligé, sachant que le notaire a vu qu'il avait un compte à BNP ou Crédit Lyonnais, eh bien, de donner effectivement les éléments, et sinon le notaire pourra les demander à ses banques. Donc, ne pas oublier de le demander, car souvent en cours de procédure, et notamment sur un divorce qui peut durer longtemps, on ne fera pas d'incident, on ne ressaisira pas le juge pour cela. Donc, attention au conjoint qui va dire oui, on passe en conciliation, on va se mettre d'accord, on ira voir un notaire ensemble, ça coûtera moins cher que de le faire désigner par le juge. Certes, c'est vrai, parce que lorsqu'on demande la désignation d'un notaire par le juge, il faudra généralement déposer de suite 1500, 2000, 3000 chez le notaire avant qu'il organise même son premier rendez-vous. Mais pour autant, attention, si effectivement le conjoint ne va pas amiablement chez le notaire en cours de ce divorce, eh bien, malheureusement, il faudra attendre, comme l'a dit Judith, la fin du divorce pour après ressaisir un notaire, pour faire les comptes, pour faire évaluer les biens, pour envisager un rachat ou une vente des biens. Donc, ne pas oublier de le faire. Alors, souvent, les juges essaient de dissuader les parties en disant « mais attention, ça aura un coût parce qu'il faudra, excusez-moi l'expression, mettre sur la table de suite une avance ». Et si, effectivement, vous ne vous mettez pas d'accord devant ce notaire, vous aurez dépensé, suivant la nature du patrimoine, parfois 5 000 €, parfois 10 000 €. J'ai connu comme ça un couple. Il y a eu un notaire qui a fait un très long rapport. Il y avait des stocks options, il y avait beaucoup de comptes, il y avait une maison. Eh bien, le notaire a fait un rapport complet, mais malheureusement, les parties ne se sont pas mis d'accord à ce stade-là. Madame ne voulait pas vendre, elle voulait rester dans la maison le plus longtemps possible. Donc, le divorce a duré 3 ans. Après, on se retrouve chez le notaire. Et quand, in fine, oui, ils sont finis par se mettre d'accord parce que madame a compris que c'était son intérêt de vendre, de récupérer quelque chose de cette maison et des comptes, eh bien, quand le notaire a refait son acte de partage, ils ont dû de nouveau repayer un peu plus que 12 000, 15 000 €. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de demander cette désignation de notaire parce que ça fait avancer les choses. Il y a un projet de partage qui est déjà là, mais l'intérêt à ce moment-là, c'est que les parties arrivent à se mettre d'accord sur ce projet de partage qui va devenir une vraie liquidation de telle sorte qu'ils divorceront certes peut-être devant le juge, mais avec une liquidation qui aura été faite. Sinon, effectivement, ils auront payé 2 fois leur liquidation s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais tout de même, ne pas oublier, parce que cela peut permettre aussi de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a sur les comptes. Et ça a un intérêt que ce soit pour la liquidation, pour des demandes de pension. Imaginons un monsieur qui n'est pas salarié, qui est entrepreneur ou qui a cessé son activité ou qui n'est qu'héritier. Il n'a pas de travail, son métier d'être héritier, il a un grand patrimoine. Oui, pour les pensions pour les enfants, oui, pour fixer une prestation compensatoire, il est intéressant d'avoir les éléments qu'un juge ne pourra pas obtenir ou demander l'obtention des parties. Donc ça, c'était pour en venir à la désignation du notaire durant la procédure. Alors, comme on vous l'a dit, et je vais venir à quelques points pratiques, c'est vrai quand on se marie, eh bien, tout est bleu, tout est rose, et souvent on se marie en régime de communauté. Souvent, quand on interroge les parties, sous quel régime? Oui, on s'est marié en régime de communauté, parce que la séparation des biens, c'est soit on se marie avec quelqu'un qui a un important patrimoine qu'il a hérité, donc il veut un peu faire attention, soit c'est un commerçant, et donc attention à un risque de redressement judiciaire, de faillite, qui pourrait mettre en péril le domicile conjugal. Mais généralement, on se marie sous le régime de la communauté et c'est sous ce régime qu'apparaissent les plus grandes difficultés. On dit toujours, on se marie, tout est bleu, et quand on divorce, eh bien, ce qu'on veut souvent récupérer, ce qu'on a donné, l'autre va dire « tu me l'as donné », et quand on veut récupérer, on dit « non, c'était un prêt ». Donc, les difficultés apparaissent à ce moment-là. Donc, d'où l'importance, et c'est vrai, quand on se marie, on n'y pense pas, et souvent on le demande à la première consultation,
c'est de garder les traces du livret A. Vous parliez du livret A, oui, on se marie, il faudrait, oui, même si c'est pas l'esprit du mariage, on va dire, il faudrait garder ce qu'on avait avant le mariage sur ses comptes notamment. Ou bien on a acheté quelque temps avant un bien immobilier, il y avait un crédit, garder toutes les traces de ce bien propre immobilier, garder les traces de ce qu'on avait sur les comptes. On avait une participation salariale quand on s'est marié, elle était de 10 000 €, eh bien elle va augmenter avec le mariage, ou peut-être cette participation va disparaître pour l'achat d'un bien. Il est important de savoir, de faire un état ce qu'on avait au moment de se marier. Alors, bien sûr, beaucoup plus en régime de communauté, puisque la communauté, on va tout partager, qu'en régime de séparation, où là, tous les comptes sont séparés, les salaires, les comptes, les bénéfices, les biens propres sont séparés. Par contre, en régime de communauté, oui, effectivement, il ne faut pas oublier, comme le disait Julien Ross, que des comptes bancaires, même à son nom, eh bien, c'est commun, qu'un fonds de commerce, c'est commun, qu'une société qu'on crée avec un capital qu'on a eu pendant le mariage, c'est commun, un cabinet de kinésithérapeute, un cabinet d'avocat, les murs de ce cabinet de kiné, oui, tout cela est commun. Tout ce qui a été investi avec ce régime de communauté sera commun. Ne pas l'oublier, parce que souvent les gens vous disent « mais c'est le fruit de mon travail, c'est à moi ». Non, en régime de communauté, tout est à partager. Alors, ce que font certains pour contrecarrer, je dirais, ces régimes matrimoniaux, notamment le régime de la communauté, ils mettent des pourcentages. Lorsqu'on achète notamment un bien immobilier, ils vont dire « bon, bah, toi, tu n'as pas beaucoup, bon, j'accepte de te mettre 30%, même si tu ne mets pas la somme correspondant aux 30% de notre achat, et moi, je me mets 70% puisque c'est moi qui vais financer, qui ai le plus haut salaire, etc. Toi, tu ne travailles pas pour l'instant, donc je te laisse 30% et moi, je mets 70%. Alors, le problème, tout va très bien quand on se marie, quand on disait, quand tout va bien, mais quand on divorce, eh bien, cette intention qu'on avait un peu libérale vis-à-vis de l'autre pour lui donner des droits sur un bien immobilier, ou souvent vous avez des femmes qui vont dire, écoute, c'est ton deuxième mariage, tu as d'autres enfants, je voudrais apparaître dans cet achat parce qu'on a un enfant ensemble et je voudrais que aussi notre enfant ait des droits, même si aujourd'hui, moi, je ne travaille pas et que toi, tu as tes revenus. Donc, souvent, un peu, il y a une forme de chantage qui s'instaure et monsieur va dire, bah, ok, tout va bien, je te mets 30%, 40% et moi, le reste. Mais quand arrive le divorce, eh bien, oui, l'intention libérale n'est plus là et monsieur va dire, bah, tu n'as pas mis tes 30% et donc je veux révoquer cette donation quelque part que je t'ai faite. Donc, il y a un peu deux moyens, je dirais, de détourner un régime matrimonial. C'est lorsqu'on met alors cet apport avec une différence d'apport. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la théorie le principe des juges, eh bien, c'est de dire ce qui compte en premier lieu, c'est le titre. Donc, si monsieur veut dire non, les 30%, je veux aujourd'hui les récupérer, eh bien, il faudra qu'il démontre pourquoi il veut les récupérer. Et si madame veut garder ses 30%, elle va le voir démontrer. Alors, il y a deux façons, je dirais, un peu de contrecarrer ces régimes matrimoniaux ou ces actes qui donnent plus à l'un qu'à l'autre. Eh bien, c'est la jurisprudence qui a créé une idée qui s'appelle la donation rémunératoire. Prenons le cas, voilà ce couple dont je parlais, madame ne travaille pas, ils ont un autre enfant, elle lui dit, mais moi, certes, je n'ai pas 30% à mettre pour l'achat de notre maison, mais mets-moi 30%. Le monsieur, tout va bien, lui met 30%, lui 70%. Il divorce, et là, il dit, non, tu n'as rien mis, tu n'as jamais payé le crédit, régime de communauté, voire pourquoi pas même régime de séparation, tu n'as jamais payé tes 30% de crédit, donc moi, j'estime que le bien m'appartient à moi. Eh bien, cette femme va devoir invoquer, et c'est une création de la jurisprudence, une idée qui est une donation rémunératoire, c'est-à-dire elle va dire, moi, j'ai arrêté de travailler pour notre enfant ou pour nos enfants, pour que toi, tu te consacres à ton activité professionnelle. Quelque sorte, je résume, je caricature, j'ai fait la femme de ménage, j'ai fait la nounou, je t'ai évité donc des salaires importants, je me suis occupée du jardin, j'ai fait tout l'entretien. Pour vous donner un exemple, j'avais une dame
qui avait épousé un avocat au début du mariage. C'est plutôt elle qui l'a aidé à s'installer dans la vie. Elle avait un petit appartement qu'elle possédait en propre, qu'elle a mis dans l'achat d'une maison commune. Et après, ils en ont acheté une autre. Entre-temps, monsieur, bien sûr, avait gravi les échelons, avait un très haut salaire, un très haut revenu. Il était associé d'un gros cabinet. Et quand il s'est agi de divorce, elle avait effectivement 30% sur le bien. Il lui a dit non, tes 30%, tu n'y as pas droit parce que tu n'as rien donné de tes 30%. Heureusement, elle avait gardé la preuve que son petit appartement, quand elle était jeune fille, elle l'avait investi dans une maison qui était revenue dans l'autre maison commune qu'ils avaient. Mais pour autant, elle a invoqué ce principe de donation rémunératoire en disant « je t'ai évité la nounou, je me suis occupée du jardin ». Je me suis occupée des enfants, j'ai tenu ton agenda. Elle avait même gardé l'agenda de son mari quand les enfants étaient à l'école. Elle tenait son agenda, elle faisait la secrétaire bénévole, non pas salariée. Donc, en fonction de ça, elle a pu récupérer ces 30% parce qu'elle a pu démontrer, certes, elle ne les avait pas mis en cash, mais elle les avait mis par son activité qui avait permis au mari de développer sa carrière. Voilà. Donc ça, il y a cette notion qui est venue en matière de jurisprudence quand souvent c'est un mari qui va dire je veux révoquer ce que j'ai mis dans l'acte parce que dans le fond tu n'as pas apporté l'argent. Donc ils ont construit une idée qui est la donation rémunératoire. Madame s'est consacrée à son foyer, faut-il qu'elle le démontre? Dans le sens inverse, j'ai eu un client, tous les deux étaient dentistes, ils ont eu un enfant. Elle aussi lui a fait elle lui a fait, comme il avait d'autres enfants d'un premier mariage, elle lui a dit, mais moi, 30%. Elle ne les a pas donnés. Elle n'a même pas payé le prêt. Monsieur a même vendu des biens propres pour solder les prêts communs. Et lorsqu'il divorce, elle dit, lui dit, bah non, tu n'as rien donné, moi, je veux récupérer tous les biens. Donc, elle dit, je me suis consacrée à l'enfant. Qu'est-ce qu'il avait gardé, monsieur? Il avait gardé les feuilles de paye de la nounou, les feuilles de paye de la femme de ménage. Donc, qui est le nounou qui accompagnait l'enfant même au jardin d'enfants pour les fêtes. Donc, il lui a dit non, tu ne peux pas invoquer le fait que tu t'es consacré, tu m'as aidé dans mon activité, tu avais ton propre cabinet. Donc, effectivement, il a pu récupérer parce que cette femme n'avait pas investi, n'avait pas consacré, n'avait pas arrêté sa carrière pour justifier les 30% qu'il lui avait donnés. Donc, il y a cette construction de la jurisprudence de dire il m'a donné, c'était parce qu'en compensation d'une activité et de salaire qu'il aurait dû débourser pour le ménage. L'autre façon, je dirais, de contrecarrer un régime matrimonial, par exemple de séparation de biens, où vous avez parfois un homme, une femme qui a un plus haut salaire et qui va acquérir pas mal de biens immobiliers dont parfois l'autre n'aura droit à rien, notamment s'ils ne l'ont pas acheté de manière indivise en matière de séparation de biens, s'ils l'ont acheté, monsieur ou madame. Ça arrive aussi qu'en séparation de biens, ils mettent 10% pour l'un, 50%, mais à ce moment-là, ils peuvent, en matière de séparation de biens, refaire les comptes, d'où aussi l'intérêt, hormis d'avoir une trace, une photo de ce qu'on avait avant le mariage, notamment en matière de séparation de biens et non pas en matière de communauté, garder les traces de ce qu'on paye. Si on a un bien propre, il faut le payer avec son salaire sur un compte à part. Il ne faut pas le payer à travers un compte commun où madame va pouvoir dire « mais attends, ton crédit pour ton bien propre que tu as acheté à Cannes, eh bien moi aussi je l'ai payé puisque j'ai mis mes salaires ». Donc, en séparation de biens, oui, il faudrait, dans l'absolu, garder tous ces relevés pour garder les traces de ce qu'on a payé pour l'autre ou de ce qu'on n'a pas payé pour l'autre. Alors, l'autre façon de contrecarrer un régime matrimonial, lorsque, imaginons, voilà, cette femme n'a droit à rien, ou il n'y a rien mis sur l'acte, ou en communauté, je vais vous citer un exemple qui a surpris d'ailleurs la cliente qui était venue me voir, c'est d'obtenir une prestation compensatoire. Alors, je vous donne le cas. Voilà un couple marié sous le régime de la communauté. Il y a une différence d'âge importante. Monsieur, lorsqu'il divorce, il est déjà en arrêt de travail. Il s'est marié. Quand il s'est marié, il avait une importante société, mais il avait vendu sa société avant de se marier. Et ils ont acheté durant le mariage une très belle maison à Neuilly et une très belle maison à Deauville. Donc, un patrimoine important.
La jeune femme se dit, il veut divorcer, d'accord, il veut divorcer, mais bon, c'est pas grave, je vais me retrouver à la tête d'un patrimoine immobilier important, ou s'il veut garder, ou moi je garde tel bien, lui garde tel bien. Qu'a-t-il dit quand ils vont chez le notaire, parce qu'ils ont été chez le notaire dont ils ont demandé la désignation en passant en conciliation, vu qu'ils n'étaient pas d'accord sur le montant de pension qui revenait à madame et aux enfants? Eh bien, le monsieur sort, on va dire, son joker et dit « Oui, on est en régime de communauté, donc dans l'absolu, elle avait droit à la moitié. » Elle lui pensait être à la tête d'un grand patrimoine. Il dit « Mais non, j'ai acheté cash les 2 biens. Je n'ai pas pris de crédit. J'ai investi l'argent du produit de la vente de mes sociétés que j'avais avant le mariage, pour lesquelles j'ai travaillé avant le mariage, dans ces 2 biens, de telle sorte que la dame se retrouvait avec rien. » C'est-à-dire qu'en régime de communauté, le problème, c'est que si on peut apporter la preuve, et notamment pour un bien qui est acheté cash, avec de l'argent sans crédit, si monsieur ou madame peut apporter la preuve que cet argent ne vient pas du temps du mariage, de salaire ou quoi que ce soit, mais vient d'un héritage, de donation ou de son travail d'avant le mariage ou de livret d'argent économisé avant le mariage, même si le notaire n'a pas acté ce qu'il aurait dû acter, mais monsieur n'a pas voulu l'acter au moment où il a acheté, justement pour, je dirais sans doute, faire croire, et parce qu'il pensait que ce mariage durerait, faire penser qu'effectivement elle aurait droit à la moitié de ce patrimoine, bon, il ne pensait peut-être pas divorcer à ce moment-là, eh bien, effectivement, si on a la traçabilité de où vient l'argent, effectivement, monsieur pouvait dire non, ces biens m'appartiennent, même si c'est marqué monsieur et madame propriétaires. Donc, voilà aussi des moyens de contrecarrer, je dirais, des régimes matrimoniaux. Mais alors, qu'a fait cette femme? Elle a dit, tu dis que je n'ai droit à rien sur la liquidation, eh bien, je demande une prestation compensatoire. Et effectivement, la prestation compensatoire, je dirais, c'est un peu un principe de vase communicant. C'est-à-dire, lorsque on est d'accord ou lorsqu'un juge va la fixer, eh bien, effectivement, un juge ou les parties, avec leurs avocats, ils vont dire si cette femme touche la moitié d'un patrimoine important, eh bien, la prestation sera moins importante parce qu'elle va sortir de ce mariage pour lequel peut-être elle a moins travaillé, pas travaillé, elle a moins investi dans ses biens, mais pourtant elle a investi par son activité, par les enfants, parce qu'elle a permis à monsieur d'évoluer. Eh bien, néanmoins, elle va sortir avec 500 000 ou plus sur le patrimoine. Donc, même si elle a droit à une prestation parce qu'elle n'aura pas de retraite ou une toute petite retraite, oui, la prestation sera moins élevée que pour une femme qui sort d'un mariage sans partager des comptes, sans partager un bien. Donc, cette prestation, oui, peut être un moyen, très souvent dans la discussion, de négocier une liquidation, et d'où l'importance, et là, on revient à ces liquidations et comment elles sont faites, quand on a des biens immobiliers, d'avoir une valeur juste. Car quand on va discuter à la fois d'une prestation, imaginons que madame va dire, ben, moi je veux la moitié du bien. Donc attention, elle va dire, elle aura intérêt, si elle a droit notamment aussi à une prestation, elle aura intérêt à dire, bon, ben, c'est notamment une femme qui veut, comme vous en parlez, Julia Rousse, une femme qui veut rester dans la maison parce qu'il y a des enfants, elle voudrait racheter la part, mais elle n'a peut-être pas un salaire qui lui permet de reprendre le crédit ou qui ne lui permet pas de payer la soulte, la part qui revient à son mari, eh bien, elle aura intérêt à baisser la valeur de la maison. Alors, très souvent, vous voyez des époux qui se chamaillent, ils font venir une agence comme par hasard, l'un connaît l'agent, il va l'évaluer à 400 000, elle va dire, moi je l'évalue à 300 000, donc elle qui veut garder le bien, elle aura intérêt à l'évaluer bas. Donc là, attention, soit effectivement on trouve une moyenne d'agence, mais il faut évaluer de manière juste, car il ne faut pas que, en l'espèce, c'est souvent les maris qui doivent une prestation car les salaires sont plus élevés, eh bien il ne faudrait pas que ce monsieur ait ce qu'on appelle une double peine, à la fois qu'il ressorte de ce mariage et de ce divorce avec peu d'argent alors qu'il y a consacré toute son activité, tout son salaire sur la liquidation, et à la fois qu'il soit condamné à une prestation. D'où l'importance d'évaluer de manière juste pour pas que madame dise ça vaut 300 alors que ça en vaut 400, ce qui voudrait dire, en régime de communauté,
elle gagne encore 50 000 euros dessus. Donc, très souvent, pour qu'une femme veuille, notamment lorsqu'elle gagne beaucoup moins, et que, ou ça peut être aussi l'inverse, j'ai récemment un père, que c'est lui, les enfants restent avec lui, la dame est tout à fait d'accord, moyennant elle va quasiment pas verser de pension pour ses grands-enfants, il reste avec le père pour les maintenir dans la maison. Eh bien, madame est d'accord, au lieu de dire que la maison vaut 300, elle dit qu'il vaut 200 et elle versera quasiment pas de pension pour ses enfants. Mais là, c'est en termes d'accord, et donc il faut faire attention à ces évaluations de maison, car très souvent, quand il y a aussi une prestation compensatoire, je dirais, il y a cette double sanction pour celui, et ce sont souvent les hommes qui doivent la payer, de à la fois se retrouver avec peu sur un bien et devoir en plus payer une prestation parce que la femme en l'espèce n'a quasiment pas de retraite. Donc attention à ces évaluations, qu'elles soient justes, qu'elles ne soient pas basses. Souvent, quand on veut racheter la part de l'autre, eh bien, on va dire à l'agent, vous savez, c'est pas pour vendre à Dupont-Durand mon bien qui en vaut 500 000, c'est pour acheter à ma femme. Donc, généralement, l'agent, au lieu de mettre peut-être 500, va mettre 420, 440. Donc, d'où à l'autre de faire une autre évaluation et de se mettre d'accord sur des moyennes. Et c'est l'intérêt, oui, tout à fait, lorsque effectivement on divorce, de ne pas rentrer dans ces comptes. Lorsqu'il y a un titre qui dit 30%, et oui, de laisser 30%, voire un peu d'augmenter. J'ai un monsieur, la dame n'a jamais travaillé. Il me dit, on a mis 30 et j'en ai 70. Bon, je suis d'accord, si elle ne me demande pas de prestation compensatoire, je lui donne 50% sur la maison. Et c'est là le rôle, je dirais, de l'avocat, de conseiller, plutôt que de partir sur des procédures qui sont très longues. J'ai connu notamment un couple, notamment je vous parlais de ces deux dentistes, eh bien le divorce a déjà duré parce que madame a fait appel, elle n'était pas contente, elle n'avait pas obtenu la prestation compensatoire qu'elle voulait, ça a duré déjà quasiment 4 ans le divorce, après la liquidation, elle n'était pas d'accord de vendre. Au final, le monsieur en a eu tellement marre, il voulait prendre sa retraite et partir en province. Il a cédé, au lieu qu'elle ait droit qu'à ses 30%, il lui a laissé 40, je crois, 45% sur le bien. Donc au final, souvent les gens s'accrochent, payent souvent beaucoup en notaire, en projet de partage, en liquidation, payent aussi les procédures, ça leur prend aussi, excusez-moi l'expression, un peu la tête sur le plan psychologique. Et au final, lorsque ça dure très très longtemps, finissent, je dirais, par craquer et pas toujours à se conformer au titre de l'achat ou aux régimes matrimoniaux. Donc c'est vrai que pour contrecarrer ces régimes, communauté ou séparation, il y a ces donations, ce principe de la donation rémunératoire, il y a la prestation compensatoire, et comme je le dis, surtout quand un des conjoints occupe le bien et l'occupe à titre gratuit, et que l'autre va devoir peut-être payer le prêt parce que l'autre n'a pas les moyens et que se retrouve dehors, à payer un prêt pour une maison qu'il n'occupe pas, à payer une pension pour les enfants, parfois aussi une petite pension pour l'épouse qui n'a pas de revenus, eh bien effectivement, oui, il faut au maximum essayer de négocier parce qu'un divorce long n'entraîne pas la liquidation. Il faut encore cette troisième phase de la liquidation. Et comme je dis toujours, parfois ça finit par coûter beaucoup plus cher, alors que si dès le départ on avait fait l'effort, certes à 30%, mais je t'en donne 40, 50, comme ça englobe la prestation compensatoire et on arrive à finaliser des divorces et des consentements mutuels qui sont beaucoup plus rapides. Le micro. Merci beaucoup, Maître Rubin. Pour rebondir encore une toute petite minute sur vos propos extrêmement intéressants concernant la valeur du bien et la prestation compensatoire. Donc, en vous écoutant, moi, j'entends qu'il vaut mieux respecter la valeur du bien, puisque l'équilibre, on va dire, des parties en dépend. Lysia nous pose quand même la question, mais vous l'avez quand même évoqué, mais ce serait bien de le préciser en conclusion. Est-ce qu'on peut effectivement jouer un petit peu avec la valeur du bien? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question posée par Marianne, est-ce que la prestation compensatoire est automatiquement dépendante de la valeur du bien à liquider, ou alors est-ce qu'elle peut être basée sur un calcul différent? Alors, concernant la valeur du bien,
On peut prendre, quand on est d'accord, notamment dans les divorces, on voit souvent au consentement mutuel prendre une valeur un peu basse du marché, mais bien sûr, il faut que ça passe, je dirais, fiscalement. Et là aussi, c'est le rôle du notaire qui connaît aussi le prix du marché. Quand on est d'accord, pour payer, je dirais, moins de droits, on peut prendre une valeur, non pas bien en dessous, mais les agences mettent une valeur basse, une valeur haute. Soit les époux se mettent d'accord sur une valeur moyenne, soit s'ils sont d'accord sur une valeur basse, pourquoi pas, c'est à eux de la chiffrer. Maintenant, la prestation compensatoire n'est pas toujours… quand les gens sont d'accord, vous avez des femmes ou même parfois des maris qui ne demandent pas cette prestation compensatoire parce qu'ils estiment que toucher déjà leur part sur le bien ou sur les économies, c'est suffisant. Maintenant, la prestation compensatoire, aussi, on va au contentieux devant un juge. C'est vrai que dans la tête d'un juge, même s'il y a des calculs, des modes de calcul qui ne sont pas, je l'avoue, toujours respectés par les juges, parfois c'est un peu empirique, en fonction de la durée du mariage, de la fortune de celui qui va devoir la payer. Pour autant, c'est sûr, dans la tête du magistrat, il y a l'idée, cette femme sort-elle, comme je disais, de ce mariage et de ce divorce avec 100 000, 200 000 qui vont lui permettre de s'acheter un bien ou de l'investir quelque part, ou est-ce qu'elle sort et donc elle aura une prestation compensatoire un peu moins élevée, ou est-ce qu'elle sort de ce mariage avec rien, parce que notamment ils étaient en régime de séparation de biens, monsieur a acquis plein de biens à lui seul, il n'en a pas fait profiter, il n'a rien acheté de manière indivise avec madame, et donc effectivement à ce moment-là, elle sort avec rien, et donc la prestation sera plus élevée. Maintenant, en consentement mutuel, c'est l'accord des parties, mais il faut en tenir compte. Merci beaucoup, Maître Rubin. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à écrire à Maître Rubin aux adresses mail que je vous ai communiquées, ir, donc ce sont ses initiales Isabelle Rubin, ir@buchinger-rubin.com, ou à Maître Julia Rose, les initiales aussi jh@buchinger-rubin.com. Je vous mets tout de suite dans les files des dossiers le bon de consultation juridique gratuite. Alors, j'espère que c'est le bon document. Il semblerait que oui, que vous pouvez télécharger et transmettre aux agents et salariés que vous accompagnez pour toute question de divorce, de séparation, de liquidation. Voilà, n'hésitez pas, les sujets sont beaucoup trop sensibles pour entrer dans des stratégies non réfléchies. Donc, n'hésitez pas à leur transmettre ces bons de consultation. Maître Rubin, Maître Arros et moi-même, on est à votre entière disposition pour vous apporter tous les éclairages nécessaires sur ces questions-là. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à bientôt. Jeudi prochain, vous aurez un webinaire extrêmement intéressant, là, côté droit du travail, sur le burn-out et les addictions sur le lieu du travail, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie, les réseaux sociaux, les sites en tout genre. C'est véritablement un sujet de société, particulièrement en période de télétravail. Donc, soyez présents. J'animerai ce webinaire avec un psychologue, addictologue au sein de la PHP qui connaît tous les tenants et les aboutissants de ce domaine. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger tous les documents dans des dossiers pour pouvoir orienter au mieux les agents et salariés que vous accompagnez. Et nous restons donc toutes les trois à votre disposition. À bientôt et bon après-midi.